Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le système sensorimoteur pour décortiquer ensemble comment notre cerveau arrive à orchestrer le moindre de nos gestes. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de ce qu'il faut vraiment pour simplement tendre la main et attraper une tasse de café? Ça a l'air de rien, hein, un geste qu'on fait tous les matins sans même y réfléchir. On pourrait croire que c'est d'une simplicité enfantine, mais en réalité, derrière cette facilité, se cache un processus d'une complexité absolument vertigineuse. Oui, vous avez bien entendu. Ce simple geste, c'est une véritable symphonie neuronale. Une immense partie de notre cerveau est mobilisée, juste pour planifier, exécuter et ajuster ce mouvement. C'est fou, non? Alors, ce que je vous propose, c'est de suivre ensemble le parcours de ce signal, depuis l'idée, la pensée, jusqu'à l'action. Bon, alors par où on commence? Eh bien par le début. Tout part du centre de commandement du cerveau. C'est vraiment là que tout se décide, là où l'intention de bouger prend forme. Pour que ce soit plus simple à visualiser, on va imaginer notre système moteur comme une énorme entreprise. Vous voyez le genre? Avec une chaîne de commandement très claire, une hiérarchie bien stricte. Les ordres partent tout en haut et descendent niveau par niveau jusqu'aux exécutants sur le terrain. L'avantage d'un tel système, c'est que les grands patrons, eux, peuvent se concentrer sur les objectifs généraux, les stratégies complexes, sans avoir à se préoccuper de chaque petit détail de l'exécution. Donc, si on continue avec notre métaphore, au sommet de cette entreprise cérébrale, on a le PDG. Son rôle, décider de l'objectif. Un truc simple comme on va attraper cette tasse. Juste en dessous, il y a les planificateurs. Eux, ils conçoivent le plan d'action détaillé. Ensuite, le plan passe à l'exécuteur, qui envoie la commande finale. Et tout en bas de l'échelle, on a les ouvriers, nos muscles, qui eux se contentent d'exécuter l'action. Et le plus fou dans tout ça, c'est que cette image d'entreprise, eh bien, elle colle parfaitement à la réalité neuroscientifique. C'est pas juste une jolie histoire. Regardez ce schéma. Tout en haut, on a le cortex associatif. C'est notre PDG. Puis, les commandes descendent, elles suivent les flèches, traversent les différents niveaux hiérarchiques pour arriver tout en bas jusqu'au circuit de la moelle épinière. Et c'est eux qui vont, au final, activer les muscles. Ok, donc on commence tout en haut, au sommet de la pyramide, dans le fameux bureau du PDG. C'est ici que tout commence, le vrai point de départ de n'importe quel mouvement volontaire. Cette zone, les scientifiques l'appellent le cortex associatif. Alors attention, ce PDG, ce n'est pas une seule personne si on peut dire, c'est plutôt un duo de choc. Il est composé de deux zones clés. D'un côté, le cortex pariétal postérieur et de l'autre, le cortex préfrontal dorsolatéral. C'est ce tandem qui prend la toute première décision. Prenons le premier membre de ce duo, le cortex pariétal postérieur. Son rôle est absolument crucial. C'est un peu le centre de renseignement. Il reçoit et intègre toutes les infos qui arrivent de nos sens. La vue, l'ouïe, le toucher. Il analyse tout ça pour se faire une image super précise de la situation, là, maintenant. Pour le dire simplement, son job, c'est de répondre à une question fondamentale, bien avant que le moindre muscle ne bouge. Où est-ce que je suis et où est la tasse de café? C'est la base de tout. Sans cette info, impossible de planifier quoi que ce soit. C'est l'étape numéro 1, indispensable. Très bien. Donc, le cerveau a fait le point sur la situation. Il sait où tout se trouve. Quelle est la suite? Eh bien maintenant, il faut concevoir le plan. L'info quitte donc le bureau du PDG et elle descend d'un étage. Direction, le département de la planification. Cette zone, c'est ce qu'on appelle le cortex moteur secondaire. Et c'est là que la magie opère. L'objectif général, attraper la tasse, va être découpé, traduit en une série d'instructions bien concrètes. Attention, le rôle de ce cortex moteur secondaire, ce n'est pas d'appuyer sur le bouton Go. Non, son travail, c'est de programmer toute la séquence. Pour notre fameuse tasse de café, ça veut dire quoi? Eh bien, il faut tendre le bras, puis ouvrir la main, puis la refermer, mais attention, avec juste la bonne force. C'est une vraie chorégraphie. Et toute cette chorégraphie est mise au point ici, dans des zones bien précises, comme le cortex prémoteur ou l'aire motrice supplémentaire. Et là, il y a un truc vraiment fascinant. Ces zones du cerveau, elles ne s'activent pas seulement quand on s'apprête à bouger. Elles s'activent aussi quand on imagine simplement faire le mouvement. Rien que d'y penser, ça veut dire que la préparation mentale, pour un sportif par exemple, c'est un vrai travail pour le cerveau. Il est en train de répéter toute la séquence, mais sans l'exécuter physiquement. C'est incroyable. Voilà, le plan est prêt, il est parfait. Il ne reste plus qu'à le mettre à exécution. C'est le moment de passer à l'action. Ce plan d'action super détaillé est donc envoyé au dernier maillon de la chaîne, juste avant la sortie. C'est notre superviseur de l'usine, qu'on appelle en réalité le cortex moteur primaire. On peut le voir comme le centre d'émission finale. C'est de là que partent les ordres qui vont voyager jusqu'aux muscles.
Et ce cortex moteur primaire, il a quelque chose d'absolument extraordinaire. Il contient une carte complète de notre corps. Mais attention, ce n'est pas une carte à l'échelle, c'est une carte complètement déformée. On appelle ça l'homonculus moteur. Et qu'est-ce qu'on voit? Que les parties du corps qui demandent un contrôle très précis, très fin, comme les mains, les doigts, la bouche, eh bien, elles prennent une place gigantesque sur cette carte. C'est une illustration parfaite de la manière dont le cerveau alloue ses ressources pour la motricité. Donc le cerveau envoie la commande, le corps exécute. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là, non? Eh bien, pas du tout. En fait, on n'a fait que la moitié du chemin. Parce que le mouvement, ce n'est pas une rue à sens unique. C'est une voie à double sens. Imaginez, pendant que le bras se tend vers la tasse, les yeux, les capteurs dans la peau, dans les muscles, dans les articulations, tout ce petit monde envoie en permanence des milliers d'informations au cerveau, en temps réel. C'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction ou un feedback sensoriel. Et c'est ça qui permet au cerveau de vérifier à chaque milliseconde si le mouvement se passe bien comme il l'avait prévu. Et cette rétroaction, ce retour d'infos, c'est vital. C'est ce qui nous permet de faire des ajustements à la volée, en temps réel et de manière complètement inconsciente. Si la tasse est un tout petit peu plus à droite que ce qu'on pensait, hop, le cerveau corrige la trajectoire sans qu'on ait besoin d'y penser. Pour bien comprendre à quel point c'est crucial, il y a le cas d'un patient connu sous les initiales GO. Une infection avait détruit les nerfs sensoriels de son bras, donc plus de retour d'infos. Son cortex moteur, lui, fonctionnait parfaitement, il envoyait bien les ordres. Et pourtant, il était incapable de faire des choses toutes simples. Boutonner sa chemise, tenir un stylo, attraper une pièce de monnaie, impossible. Son cerveau était comme aveugle, il donnait des ordres, mais il ne savait pas du tout ce que sa main faisait. C'est la preuve ultime que la commande motrice, toute seule, ça ne suffit pas. Bon, et pour que le tableau soit complet, il faut qu'on parle de deux acteurs majeurs qui travaillent un peu en coulisses. Ils ne sont pas dans la ligne de commandement directe, notre fameuse hiérarchie, mais croyez-moi, sans eux, nos mouvements seraient complètement chaotiques. Ces deux acteurs, ce sont le cervelet et les ganglions de la base. Le cervelet, on peut le voir comme notre expert du contrôle qualité. En permanence, il compare le plan de départ avec le résultat réel et il corrige les erreurs en direct. C'est lui qui est essentiel pour le timing, la précision et pour apprendre de nouveaux gestes, comme faire du vélo. Les ganglions de la base, eux, ils ont plutôt un rôle de modulateur. Ils participent à des boucles complexes qui vont ajuster, affiner l'activité motrice, un peu comme un ingénieur du son qui peaufine les réglages pour que le son soit absolument parfait. Au final, ce qu'on perçoit comme un geste simple, unique, anodin, c'est en fait le résultat d'une collaboration extraordinairement complexe entre une multitude de régions du cerveau. Alors la prochaine fois que vous attraperez un stylo ou votre tasse de café, peut-être que vous aurez une petite pensée pour cette incroyable symphonie silencieuse, cette chorégraphie de milliards de neurones qui se jouent dans votre tête, juste pour rendre cette simple action possible.